J'étais debout devant le réfrigérateur quand j'ai entendu le cri. N'essaie même pas de toucher à cette nourriture. La famille de mon mari vient dîner ce soir. Je me suis figé, le plateau de fromage encore dans la main. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu mon fils Étienne à l'entrée de la cuisine. Ses bras étaient croisés, son regard était dur et sa bouche s'était contractée en une ligne mince méconnaissable. J'avais rempli ce réfrigérateur quelques heures auparavant. J'avais dépensé près de 200 € de mon propre argent, à 69 ans, avec des genoux qui craquent à chaque pas et un dos qui me fait souffrir quand je me lève le matin. J'avais porté les lourds sacs de course de la voiture à la cuisine. Mais je n'ai rien dit de tout cela, je l'ai simplement regardé, attendant qu'il s'explique, qu'il rie et me prenne dans ses bras comme il le faisait quand il était enfant. Mais il n'a pas ri. Si mon mari le dit, c'est comme ça que ça va se passer. La voix venait du couloir. C'était Richard Dubois, mon gendre, l'homme que mon fils avait choisi pour partager sa vie. Grand, toujours bien habillé, et avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il s'est approché et a posé sa main sur l'épaule d'Étienne, un geste possessif marquant son territoire. Je tenais toujours le plateau de fromage. « Papa, tu m'as entendu? J'ai besoin que tu ne touches à rien dans le réfrigérateur. Rien. Les beaux-parents arrivent dans 2 heures, et je ne peux pas leur servir n'importe quoi. C'est important pour moi. Les beaux-parents, la famille du mari, plus important que moi, plus important que l'homme qui l'a élevé, qui est resté éveillé les nuits où il avait de la fièvre, qui a vendu ses propres montres pour payer ses études à Sciences Po. Je comprends, mon fils. C'est tout ce que j'ai pu dire, parce qu'à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une explosion bruyante, il n'y avait pas de cri. C'était silencieux, comme le craquement d'une branche sèche, un grincement presque imperceptible, mais définitif. J'ai remis le plateau dans le réfrigérateur, fermé doucement la porte, essuyé mes mains sur mon tablier et souri. J'ai souri parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que mon fils ne me voyait plus comme un père. Il me voyait comme une nuisance, comme quelqu'un qui était dans le chemin, quelqu'un dont il fallait se débarrasser. Et j'ai souri parce que j'ai décidé que s'ils allaient me traiter ainsi, je prendrais mes propres décisions aussi. Je vais dans ma chambre. Profitez bien de votre dîner. J'ai marché vers les escaliers. J'ai senti leurs yeux sur mon dos, mais je ne me suis pas retourné. J'ai monté chaque marche le dos droit, la tête haute, bien qu'à l'intérieur tout tremblait. J'ai atteint ma chambre et fermé la porte. Je me suis assis au bord du lit, le même lit où j'ai dormi avec ma femme pendant 30 ans, où j'ai pleuré quand elle est morte il y a 10 ans, et où j'étais complètement seul jusqu'à ce qu'Étienne me convainque de venir vivre avec lui. Cet appartement est aussi le tien, papa. Tu auras toujours une place parmi nous. C'est ce qu'il m'avait dit il y a 2 ans, quand j'ai vendu mon petit appartement dans le 18e arrondissement pour l'aider avec le financement de celui-ci à Neuilly-sur-Seine, quand j'ai mis tout mon argent dans cette propriété, qui était supposément pour nous deux, pour la famille, pour que nous ayons un endroit où être ensemble. Mensonges, c'étaient tous des mensonges. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir le balcon, les roses que j'avais plantées moi-même dans des jardinières, le petit olivier en pot que j'avais planté quand j'ai emménagé, les herbes aromatiques dont je m'occupe chaque matin. J'ai fait tout cela de mes mains, avec mon effort. En bas, j'entendais des rires, de la musique, la sonnette. Les beaux-parents étaient arrivés. J'entendais Étienne les accueillir avec cette voix douce qu'il n'utilisait plus avec moi. J'entendais Richard offrir des coupes de champagne. J'entendais le bruit des assiettes, le tintement des verres. Et j'étais là-haut dans ma chambre, comme un enfant puni, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais mon seul crime était d'avoir acheté la nourriture qu'ils étaient maintenant en train de déguster. Je me suis assis dans mon fauteuil, près de la fenêtre, le seul meuble de mon ancien appartement qu'Étienne m'avait permis de garder. Le reste avait été vendu ou donné à Emmaüs parce que, selon lui, l'appartement avait son propre style et mes vieilles choses ne correspondaient pas à la décoration. J'ai sorti le téléphone portable de ma poche.
Je l'ai regardé un moment. J'ai pensé à appeler mon frère Thomas, à lui raconter ce qui s'était passé. Mais que dirais-je? Que mon propre fils m'avait interdit de manger dans ma propre maison. Cela semblerait ridicule. Cela semblerait comme si j'exagérais, que j'étais un vieil homme dramatique cherchant de l'attention. J'ai rangé le téléphone et je suis resté assis là, regardant par la fenêtre, observant le ciel s'assombrir. Des heures ont passé. J'ai entendu quand les beaux-parents sont partis. J'ai entendu quand Étienne et Richard sont montés dans leur chambre. J'ai entendu quand tout est devenu silencieux. Alors je suis descendu avec précaution, sans faire de bruit. L'appartement était sombre, sauf pour la petite lumière au-dessus de la cuisinière. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai vu les assiettes sales empilées dans l'évier, des verres avec des résidus de vin, des morceaux de nourriture sur la table. Ma nourriture, la nourriture que j'avais achetée, payée, et dont je n'avais pas goûté une bouchée. J'ai ouvert le réfrigérateur cherchant quelque chose à manger, mais presque tout était vide. Ils avaient mangé presque tout. Il ne restait que quelques restes dans des récipients en plastique. J'en ai pris un, c'était du riz froid. J'ai mangé comme ça, debout, devant le réfrigérateur ouvert, avec la lumière illuminant mon visage fatigué. Et pendant que je mangeais ce riz froid, j'ai compris quelque chose de plus. J'ai compris que ce n'était pas nouveau. C'était arrivé progressivement, si lentement que je ne l'avais pas remarqué, comme quand l'eau chauffe graduellement et la grenouille ne saute pas, parce qu'elle ne perçoit pas le danger, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De petits actes de mépris, des commentaires, des regards, tout cela faisait partie d'un plan. Me pousser dans un coin, me faire sentir que j'étais dans le chemin, que j'étais un fardeau, que je devrais être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais ce toit était aussi le mien. J'avais versé 50 000 € pour l'acheter, tout ce que j'avais économisé pendant ma carrière à la poste, tout ce que ma femme et moi avions accumulé au fil des années. Je l'avais donné à Étienne parce que je lui faisais confiance. Parce qu'il était mon fils, parce que je pensais qu'il prendrait soin de moi comme j'avais pris soin de lui. J'ai fermé le réfrigérateur, lavé le récipient vide, les rangé et nettoyé toutes les traces de ma présence, comme un fantôme, comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister dans sa propre maison. Je suis retourné dans ma chambre, me suis allongé, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai passé toute la nuit à réfléchir, à me souvenir, à assembler les pièces. Les 6 derniers mois avaient été étranges. Étienne m'avait demandé de signer des papiers qui étaient supposément de la banque, des renouvellements, des formalités, des choses ennuyeuses que je ne comprenais pas vraiment. Et j'ai signé parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon fils. Mais maintenant, je me demandais ce que j'avais exactement signé. Quel document était-ce? Pourquoi Étienne insistait-il tant? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ne pouvais-je pas les lire attentivement? Je me suis levé avant l'aube. J'ai quitté la chambre sans faire de bruit. Je suis descendu au salon. J'ai cherché dans le secrétaire où Étienne gardait les papiers importants, mais il était fermé à clé. J'ai cherché la clé dans les endroits évidents, mais je n'ai pas pu la trouver. Alors je suis allé dans ma chambre et j'ai pris ma boîte de documents personnels. J'ai cherché l'acte de propriété original de l'appartement, le document qui prouvait que j'avais mis mon argent là, que l'appartement était aussi à moi, il n'y était pas. L'acte n'était pas là où je l'avais laissé. J'ai cherché dans chaque papier, chaque dossier, mais il avait disparu. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais été volé. Mon propre fils m'avait volé, pas seulement ma dignité, pas seulement ma paix, mais aussi mon argent, mon avenir, ma sécurité. Je me suis assis sur le sol de ma chambre, avec tous mes papiers éparpillés autour de moi, et je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, parce que j'ai compris que pleurer ne ramènerait rien, que les cris ne feraient que me faire paraître comme un vieil homme fou, que personne ne me croirait si je commençais à accuser sans preuve. Alors, j'ai décidé autre chose. J'ai décidé que je serais intelligent, que j'enquêterais, que je récupérerais ce qui était à moi, mais silencieusement, sans que personne ne s'aperçoive, sans les alerter que j'avais déjà découvert leur trahison.
J'ai rangé tous mes papiers, me suis lavé le visage, peigné les cheveux, habillé comme n'importe quel autre jour, et quand Étienne est descendu pour le petit déjeuner, j'étais déjà dans la cuisine en train de le préparer. « Bonjour, papa. »« Bonjour, mon fils. »« As-tu bien dormi ?»« Oui, très bien, merci. » Il a souri, un sourire parfait, comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne m'avait pas humilié la veille, comme s'il ne m'avait pas tout volé. Et j'ai souri aussi parce que maintenant je savais comment jouer à son jeu, le jeu du silence, le jeu de la patience, le jeu d'attendre le moment exact pour agir. Je lui ai servi son café, préparé son petit déjeuner préféré, demandé les plans de la journée, agi comme le père parfait, l'homme soumis qu'il voulait que je sois. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de planifier, de penser à chaque étape, chaque mouvement. Comment je récupérerai ma vie, mon appartement, ma dignité. Parce que si j'ai appris quelque chose en 69 ans, c'est que la vengeance est un plat qui se mange froid, très froid. Et j'avais tout le temps du monde pour la préparer. Il y a des moments dans la vie où l'on se demande exactement quand tout a commencé à changer, à quel moment la personne que l'on aimait s'est transformée en quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Je me suis posé cette question de nombreuses fois dans les jours suivants, et je suis toujours arrivé à la même conclusion. Tout avait commencé bien plus tôt que je ne voulais l'admettre. Étienne est né quand j'avais 26 ans. Ce fut une grossesse compliquée, ma femme Rose ayant une grossesse à risque. J'étais en alerte pendant les 4 derniers mois. Ma femme travaillait en double poste à l'usine pour compenser mes absences au travail pour prendre soin d'elle. Nous étions jeunes, nous avions des rêves, des projets, et quand il est né, tout semblait avoir un sens. C'était un beau garçon aux grands yeux sombres et au sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Je m'occupais de lui comme s'il était fait de cristal, le nourrissais, le baignais, lui chantais des berceuses que mon père m'avait apprises. Rose l'adorait. Elle rentrait fatiguée du travail, mais trouvait toujours l'énergie pour jouer avec lui, pour le faire rire. Je me souviens quand il a fait ses premiers pas. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il s'est accroché au bord du canapé et s'est poussé en avant. Il a fait 3 pas chancelants avant de tomber sur ses fesses, mais il l'avait fait, et j'ai pleuré de bonheur. J'ai appelé Rose au travail pour le lui dire. Elle a quitté tôt ce jour-là, juste pour le voir marcher à nouveau. Nous étions heureux. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Nous vivions dans un petit appartement de 2 pièces à Montrouge. Les meubles étaient vieux, la moquette usée, mais c'était notre maison, et cela suffisait. Quand Étienne a eu 5 ans, il a commencé la maternelle. J'ai obtenu un emploi à temps partiel dans une boulangerie pour aider aux dépenses. Rose a continué à l'usine. Nous travaillions dur, économisions ce que nous pouvions. Nous rêvions d'acheter un appartement un jour, de donner à Étienne tout ce que nous n'avions pas. Il était un bon élève, avait de bonnes notes, participait aux pièces de théâtre de l'école, avait des amis, était un enfant normal et heureux. Ou du moins, je le pensais, car maintenant, en regardant en arrière, je vois des choses que je n'avais pas vues avant. De petits détails que j'ai ignorés parce que je ne voulais pas voir de problème là où je croyais qu'il n'y en avait pas. Comme quand il avait 8 ans et que je lui ai demandé de partager ses jouets avec le fils du voisin. Il a refusé, a mis tous ses jouets dans sa chambre et a fermé la porte à clé. Je pensais que c'était juste une phase, que tous les enfants passaient par des étapes égoïstes. Je lui ai parlé, expliqué l'importance de partager. Il s'est senti coupable, mais n'a jamais partagé ses affaires. Ou comme quand il avait 12 ans et qu'il a trouvé 100 € que j'avais économisés dans un tiroir pour les urgences. Il m'a demandé s'il pouvait acheter des baskets qu'il avait vues au magasin. J'ai dit non. Cet argent était pour quelque chose d'important. Il s'est fâché, ne m'a pas parlé pendant 3 jours, et quand il a finalement recommencé à parler, c'était comme si rien ne s'était passé. Mais l'argent avait disparu. Je ne l'ai jamais retrouvé. Et il n'en a jamais fait mention. J'aurais dû remarquer, j'aurais dû faire plus attention, mais j'étais si occupé à travailler, si fatigué à la fin de la journée, si concentré sur la survie que je n'ai pas remarqué les signes. Rose est morte
quand Étienne avait 19 ans, un cancer agressif. Nous l'avons découvert trop tard. Quand le traitement a commencé, il s'était déjà propagé. J'ai reçu l'appel du médecin à 15 heures. Ma vie s'est divisée en deux ce jour-là. Un avant et un après. Un monde avec Rose et un monde sans elle. Étienne n'a pas pleuré aux funérailles. Cela m'a surpris. Il était sérieux, silencieux, mais sec, pas de larmes. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il a dit oui, qu'il était juste en train de traiter tout cela, qu'il pleurerait plus tard, mais je ne l'ai jamais vu pleurer pour sa mère. Les années suivantes ont été difficiles. L'assurance vie de Rose était modeste, suffisante pour payer les funérailles et laisser quelques économies. J'ai continué à travailler à la boulangerie, mais maintenant je faisais aussi des ménages le week-end. J'avais besoin d'argent pour les études supérieures d'Étienne. Il voulait étudier le commerce. C'était une formation coûteuse, mais j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire. J'ai vendu les bijoux de Rose, vendu sa voiture, vendu quelques outils que j'avais économisés, tout pour payer les frais de scolarité, acheter des livres, donner de l'argent pour le transport et la nourriture. Je mangeais moins, je portais les mêmes vêtements pendant des années, n'achetais rien d'inutile. Tout était pour lui, tout. Pendant ses études, Étienne ne venait à la maison que lorsqu'il avait besoin d'argent. Il appelait, disant qu'il avait des dépenses imprévues, qu'il devait payer pour un projet, qu'il y avait des frais spéciaux, et je lui donnais ce qu'il demandait, sans questionner, sans douter, parce qu'il était mon fils, parce que je pensais que j'investissais dans son avenir. Il a obtenu son diplôme avec mention. J'étais à la cérémonie, fier, ému, pleurant de bonheur. Cela en avait valu la peine. Tout le sacrifice en avait valu la peine, ou du moins je le pensais. Il a rapidement trouvé un emploi dans une grande entreprise avec un bon salaire. Il a dit que maintenant il prendrait soin de moi, que c'était à son tour de me rembourser, que tout ce que j'avais fait pour lui serait rendu, multiplié. Et je l'ai cru parce que je voulais le croire, parce que j'avais besoin de croire que mon sacrifice avait signifié quelque chose. Mais les mois ont passé. Et rien n'a changé. Il continuait à demander de l'argent pour un cours, pour un voyage d'affaires, pour des vêtements professionnels. Et je continuais à donner, parce que c'est comme ça que j'étais, comme j'avais toujours été, celui qui donne, qui se sacrifie, qui met tout le monde avant lui-même. Il a rencontré Richard au travail. Il me l'a présenté 6 mois après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Il était poli, bien habillé. Il venait d'une famille aisée, travaillait au même endroit qu'Étienne. Il semblait être un homme bien, et j'étais heureux pour mon fils. Je pensais qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le rendrait heureux. Ils se sont mariés l'année suivante, une grande fête dans une salle élégante avec plus de 200 invités. J'ai payé ma part, 15 000 € que j'ai pris sur mes économies. Étienne a dit que c'était le minimum que je pouvais faire, que la famille du marié payait beaucoup plus, qu'il ne pouvait pas avoir l'air mauvais. Et j'ai payé, même si ces 15 000 € représentaient des années de travail, des années de sacrifice. Au mariage, il m'a à peine vu. Il était occupé avec les beaux-parents, avec des invités importants. Avec moi, il a à peine échangé 2 mots, m'a présenté comme son père et a continué, comme si j'étais juste une formalité, une obligation à remplir. Et c'était tout. Les premiers mois de mariage, ils ont passé dans un petit appartement. Je leur rendais visite le dimanche, apportais de la nourriture, nettoyais un peu, aidais avec ce que je pouvais. Mais je sentais toujours que je m'imposais, que je n'étais pas le bienvenu, qu'ils auraient préféré que je ne vienne pas. Puis ils ont commencé à parler d'acheter un appartement. Richard voulait quelque chose de plus grand dans un meilleur quartier, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour l'apport initial. Ils avaient besoin de 50 000 €. Et ils m'ont regardé. « Papa, tu as des économies, n'est-ce pas ? Tu pourrais nous prêter pour l'appartement. Nous te rembourserions progressivement avec intérêt, si tu veux, et en plus, tu pourrais vivre avec nous. Tu n'aurais plus à être seul. Ce serait à nouveau une famille. » C'est ce qu'Étienne m'a dit. Et je voulais le croire. Je voulais croire qu'il m'incluait dans sa vie, qu'il me donnait une place dans son foyer, qu'il me valorisait enfin.
J'ai vendu mon appartement, le petit appartement que Rose et moi avions acheté après des années d'économie. L'appartement où nous avions élevé Étienne, où nous avions été heureux. Je l'ai vendu et j'ai donné tout l'argent, les 50 000 € complets. Il a promis de mettre mon nom sur l'acte, promis que l'appartement appartiendrait à nous trois, que j'aurais ma chambre, mon espace, que je serais toujours le bienvenu. Et j'ai signé tout ce qu'ils ont mis devant moi, parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon fils. Mais maintenant je comprends que c'était ma condamnation, le moment exact où j'ai tout perdu, où j'ai cessé d'être le maître de ma propre vie, où je me suis transformé en un invité indésirable dans ce qui aurait dû être aussi mon foyer. Les premiers mois dans le nouvel appartement ont été tolérables. Étienne gardait encore les apparences. Il me saluait le matin, m'incluait dans certaines conversations, me permettait de cuisiner et de participer aux décisions de la maison. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne pouvais pas identifier exactement. Une tension invisible qui planait dans l'air chaque fois que j'entrais dans une pièce. Richard travaillait tard, rentrait fatigué et s'enfermait dans le bureau. Étienne passait des heures sur son téléphone. Je me gardais occupé en nettoyant, cuisinant, m'occupant du balcon, essayant d'être utile, essayant de justifier ma présence dans cet appartement qui était aussi le mien, bien que chaque jour je le sentais de moins en moins. Un jour, j'ai trouvé des papiers sur la table à manger. C'étaient des documents bancaires. Je les ai vus par hasard en nettoyant. Ce n'était pas mon intention de lire quoi que ce soit de privé, mais mon nom apparaissait sur l'une des pages et cela a attiré mon attention. C'était un document sur le financement de l'appartement. J'ai lu rapidement en essayant de comprendre. Il y avait des chiffres, des termes juridiques que je ne comprenais pas bien. Mais une chose était claire. Mon nom n'était pas sur l'acte en tant que propriétaire. Il apparaissait seulement comme une référence, comme quelqu'un qui avait contribué de l'argent, mais pas comme propriétaire. J'ai senti quelque chose de froid parcourir mon corps. J'ai pris le papier avec des mains tremblantes. Je l'ai lu à nouveau plus lentement, essayant de trouver mon nom sur la liste des propriétaires, mais il n'y était pas. Seuls Étienne Durand et Richard Dubois apparaissaient, personne d'autre. J'ai entendu des pas dans les escaliers. Rapidement, j'ai laissé le papier où il était et j'ai continué à nettoyer. Étienne est entré dans la pièce, m'a regardé avec cette expression qu'il avait commencé à utiliser avec moi, ce mélange d'agacement et de supériorité. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?»« Je nettoie, mon fils, je nettoie simplement. » Il a pris les papiers de la table et est parti sans rien dire d'autre. Je suis resté là, avec le chiffon à la main, le cœur battant, 1000 questions dans ma tête. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à ce que j'avais vu. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être que mon nom était sur d'autres documents, sur l'acte original. Étienne avait promis de m'inclure, que l'appartement appartiendrait à nous trois. Il ne me mentirait pas, il ne pourrait pas me mentir. Mais le doute était planté, et comme une mauvaise herbe, il a commencé à grandir, à se propager, à contaminer chaque pensée. Dans les jours suivants, j'ai commencé à faire plus attention, à noter des choses qui auparavant étaient passées inaperçues, comme les fois où Étienne me demandait de signer des papiers sans me laisser les lire correctement. Il disait que c'était des procédures bancaires, des renouvellements, des choses ennuyeuses qui ne valaient pas la peine d'être revues. Et j'ai signé, lui faisant confiance parce qu'il était mon fils, mais maintenant, ces signatures me hantaient. Qu'avais-je exactement signé ? Quel document était-ce ? Pourquoi toujours une telle précipitation ? Pourquoi ne pouvais-je pas prendre mon temps pour lire ? Un après-midi, pendant qu'Étienne était au travail, j'ai fouillé le secrétaire du salon. J'avais besoin de trouver l'acte de propriété de l'appartement. J'avais besoin de voir mon nom là-dessus. J'avais besoin de confirmer que tout était en ordre, que j'étais juste paranoïaque, mais le secrétaire était fermé à clé. J'ai cherché la clé dans les endroits évidents, dans le tiroir de la cuisine, sur l'étagère, dans le porte-manteau de l'entrée. Rien. La clé n'apparaissait pas.
J'ai essayé de l'ouvrir avec un trombone, avec une épingle à cheveux, mais ça n'a pas marché. Le secrétaire est resté fermé, gardant ses secrets, les protégeant de moi. Puis je me suis souvenu que j'avais ma propre copie des documents. Quand j'ai vendu mon appartement, j'ai tout gardé dans une boîte spéciale. Des papiers importants, mon certificat de mariage avec Rose, son certificat de décès, des reçus de paiement et, supposément, l'acte de propriété de cet appartement, la preuve que j'avais mis mon argent ici. Je suis monté dans ma chambre, j'ai pris la boîte sous le lit, l'ai ouverte avec des mains tremblantes, et regardé tous les papiers, revu chaque document, chaque dossier, chaque enveloppe. L'acte n'y était pas, n'était simplement pas là où je l'avais laissé. À sa place, il y avait un reçu, une preuve que j'avais transféré 50 000 € sur le compte d'Étienne. Mais rien de plus. Aucun document qui prouvait ma propriété de l'appartement. Je me suis assis sur le sol avec tous les papiers éparpillés autour de moi, essayant de me rappeler quand était la dernière fois que j'avais vu cet acte, où je l'avais mis. Qui d'autre avait accès à ma chambre? Et puis, j'ai compris. Étienne avait la clé de ma chambre. Je la lui avais donnée moi-même pour qu'il puisse entrer pour nettoyer quand je n'étais pas là, pour qu'il puisse utiliser la salle de bain si la sienne était occupée. Je n'ai jamais pensé qu'il l'utiliserait pour me voler, mais maintenant c'était évident. Il était entré, avait fouillé dans mes affaires, pris le seul document qui me protégeait et l'avait détruit ou caché, ou quoi qu'il ait fait avec. J'ai remis tous les papiers dans la boîte, les fermés, les cachés à un endroit différent, au fond de mon armoire, derrière de vieilles boîtes où personne ne penserait à chercher. Ce soir-là, Étienne est rentré tard du travail. Il a apporté un sac d'une boutique chère, de nouveaux vêtements, des chaussures, des choses qui coûtaient des centaines d'euros. Je l'ai vu déballer tout dans sa chambre, enlever les étiquettes, essayer des choses devant le miroir, heureux, insouciant. Et j'ai pensé à mes 50 000 €, comment cet argent représentait des années de ma vie, des années de travail, de sacrifice, de se lever tôt et de se coucher tard, de manger peu pour économiser plus, de ne rien acheter pour moi-même, de vivre avec le minimum, tout pour avoir une sécurité, pour avoir quelque chose à moi, pour ne pas être un fardeau pour quiconque. Et maintenant, cet argent payait ses vêtements coûteux, sa vie confortable, son grand appartement, tandis que je n'avais rien. Juste une chambre qu'il pouvait me retirer à tout moment, juste une place à une table où j'étais de moins en moins le bienvenu. Je suis descendu à la cuisine pour préparer un thé. J'avais besoin de calmer mes nerfs. J'avais besoin de penser clairement. J'ai mis de l'eau à bouillir. J'ai pris ma tasse préférée, celle que j'avais apportée de mon ancien appartement, une simple tasse en céramique blanche avec des fleurs peintes à la main. Rose me l'avait offerte comme cadeau lors de notre premier anniversaire. J'attendais que l'eau bouille quand Richard est entré dans la cuisine. Il m'a regardé de cette façon qu'il avait commencé à utiliser, comme si j'étais quelque chose qui le dérangeait, comme si ma présence l'agaçait. « Antoine, j'ai besoin de te parler. » Je me suis tourné vers lui. J'ai attendu qu'il continue. Étienne et moi avons réfléchi. Cet appartement est très cher à entretenir. Les factures, les impôts, tout augmente en prix. Eh bien, tu vis ici, mais tu ne contribues à rien. Tu manges notre nourriture, utilises notre électricité, notre eau, tout sort de notre poche. Les mots sont tombés sur moi comme des seaux d'eau froide. Moi, qui venais de remplir le réfrigérateur avec 200 € de nourriture. Moi qui nettoyais tout l'appartement, qui cuisinais, qui m'occupais du balcon, qui faisais tout ce que je pouvais pour ne pas être un fardeau. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je l'ai simplement regardé, attendant qu'il termine. Donc, nous avons pensé qu'il serait juste que tu paies quelque chose. Un loyer mensuel. Pas beaucoup, juste 500 € pour aider aux dépenses. C'est le minimum. En fait, n'importe quelle chambre dans ce quartier coûte le double. 500 € pour vivre dans l'appartement que j'ai aidé à acheter. Dans l'appartement où j'ai mis tout mon argent. Dans l'appartement qui était supposément aussi le mien. Bien sûr, Richard, j'y réfléchirai. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, Antoine. Ça commence le mois prochain. Étienne te donnera les détails. Il s'est servi un verre d'eau, l'a bu lentement,
me regardant, comme s'il attendait que je dise quelque chose, que je proteste, que je refuse. Mais je suis resté silencieux, immobile, avec ma tasse vide dans les mains. Quand il est parti, j'ai éteint la cuisinière. Je ne voulais plus de thé, je ne voulais plus rien. Je voulais juste aller dans ma chambre, m'enfermer, traiter tout ce qui se passait. Je suis monté les escaliers, chaque pas pesant plus que le précédent. Je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré silencieusement, le visage dans les mains, le corps tremblant. J'ai pleuré pour ma naïveté, pour ma stupidité, pour avoir tant fait confiance, pour avoir tout donné sans me protéger, pour avoir cru que l'amour d'un père était suffisant. Mais après un moment, les larmes se sont séchées et quelque chose d'autre est apparu à leur place. Quelque chose de froid, quelque chose de dur, quelque chose que je ne savais pas avoir à l'intérieur. La colère. Mais pas la colère chaude qui te fait crier, la colère froide qui te fait réfléchir, la colère qui planifie, qui attend, qui agit au bon moment. Je me suis levé, je me suis lavé le visage, je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu un homme de 69 ans, fatigué, avec des rides, des cheveux gris, mais avec des yeux alertes, avec détermination. Je n'allais pas rester les bras croisés, je n'allais pas les laisser me voler comme ça, je n'allais pas leur permettre de me traiter comme une ordure. J'avais trop donné, j'avais trop sacrifié, et maintenant, il était temps de récupérer ce qui était à moi. Les jours suivants ont été étranges. J'ai continué à tout faire comme toujours. Je me suis levé tôt, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai nettoyé l'appartement, je me suis occupé du balcon, mais quelque chose avait changé en moi. Je ne le faisais plus par amour, je le faisais par stratégie. Chaque mouvement était calculé, chaque mot mesuré, chaque sourire faux. Étienne n'a rien remarqué, ou peut-être qu'il s'en fichait. Il a continué sa vie, avec le travail, les sorties, les achats. Il me traitait comme un meuble, quelque chose qui était là, mais qui ne méritait pas d'attention. Et je l'ai laissé penser cela parce que c'était pratique pour moi, parce que j'avais besoin qu'ils baissent leur garde. J'ai commencé à observer tout plus attentivement. Les horaires de chacun, les routines, quand ils partaient, quand ils revenaient, où ils gardaient les choses importantes, quelles conversations ils avaient quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Un matin, en nettoyant le salon, j'ai trouvé le téléphone portable d'Étienne sur le canapé. Il l'avait oublié en se précipitant au travail. Je l'ai regardé un moment. Je connaissais son mot de passe. Je l'avais vu le taper des centaines de fois. 4 simples chiffres, la date du mariage. J'ai pris le téléphone, l'ai déverrouillé. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. Je suis entré dans les messages. J'ai cherché les conversations avec Richard, avec des amis, avec les beaux-parents. J'ai lu rapidement, prenant des notes mentales de tout. Il y avait une discussion avec son ami Samuel, des messages récents. J'ai lu avec le cœur battant. J'ai presque fini de retirer mon père de l'acte. Le notaire dit que dans 2 semaines, tout sera prêt. Je pourrais enfin vendre cet appartement et en acheter un meilleur sans qu'il puisse se plaindre. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. J'ai relu le message encore et encore, essayant de traiter ce que je voyais. Non seulement il m'avait retiré de l'acte, mais il prévoyait de vendre l'appartement que j'avais aidé à acheter, et d'en acheter un autre où je n'aurais aucun droit. J'ai continué à lire. Il y avait plus de messages datant de quelques semaines. Mon père est si naïf. Il signe tout ce que je lui mets devant, ne lit même pas. Maintenant, il ne reste plus qu'un document, et puis, problème résolu. J'étais un problème pour lui. Son propre père, l'homme qui l'a élevé, qui a sacrifié toute sa vie pour lui. J'étais juste un problème qui devait être résolu. J'ai pris des photos de tous les messages avec mon propre téléphone portable. Mes mains tremblaient tellement que certaines sont sorties floues, mais j'en ai pris plusieurs de chaque. J'avais besoin d'avoir des preuves, j'avais besoin de tout documenter. Il y avait une autre conversation avec quelqu'un appelé Me Léon Fontaine, un nom que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert la conversation.
Monsieur Durand, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous avons déjà traité les documents que vous avez apportés. Votre père a signé la renonciation au droit sur la propriété. Tout est en ordre. Nous avons juste besoin qu'il signe un dernier papier et le processus sera complet. Vous pouvez passer au cabinet quand vous voulez. Un notaire. Il avait cherché un notaire. Il avait falsifié des documents, m'avait fait signer ma propre condamnation et je ne le savais même pas. J'ai noté le nom du notaire, son numéro de téléphone, l'adresse du cabinet qui apparaissait dans la conversation, tout, chaque détail, chaque mot. J'ai continué à examiner. Il y avait des photos, des documents numérisés, des copies de papier que j'avais signés sans les lire correctement, des contrats, des renonciations, des transferts de droits, tout là sur son téléphone, comme des trophées de trahison. J'ai pris des photos de tout, une par une, m'assurant qu'elles étaient claires, que chaque mot était lisible. C'était de l'or, c'était ce dont j'avais besoin pour prouver ce qu'il m'avait fait. J'ai entendu une voiture dans l'allée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé par la fenêtre, c'était le voisin. J'ai continué à examiner le téléphone. J'avais peu de temps. Je ne savais pas quand Étienne reviendrait. J'ai trouvé un dossier appelé « Document Papa ». Je l'ai ouvert. Il y avait des copies de ma carte d'identité, de mon acte de naissance, de l'acte de propriété de mon ancien appartement, des reçus du transfert d'argent. Tout ce dont ils avaient besoin pour me voler était là, organisé, archivé, comme un dossier criminel. Et puis j'ai vu autre chose, un document récent, un devis pour un nouvel appartement dans un autre quartier, plus grand, plus cher, daté de la semaine dernière. Ils cherchaient déjà où déménager, prévoyaient déjà de me laisser à la rue. J'ai pris des photos de tout. Puis j'ai effacé l'historique des appels et des messages pour qu'il ne sache pas que j'avais été sur son téléphone. Je l'ai laissé exactement où je l'avais trouvé, au même angle, dans la même position. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le lit, j'ai connecté mon téléphone à mon vieil ordinateur, celui que j'avais apporté de mon appartement précédent. J'ai transféré toutes les photos, les ai enregistrées dans un dossier caché, fait des copies sur une clé USB que j'avais gardée. Je ne pouvais pas risquer de perdre ces preuves. Pendant que je transférais les fichiers, j'ai pensé à tout ce que j'avais vu, comment mon propre fils avait planifié ma destruction avec une telle froideur, avec une telle précision, comme si j'étais juste un obstacle sur son chemin, quelque chose qui devait être enlevé pour qu'il puisse avancer. J'ai fini d'enregistrer tout. J'ai caché la clé USB dans un endroit sûr, à l'intérieur d'une boîte de médicaments dans ma salle de bain. Personne ne chercherait là, surtout Richard. Je suis descendu à la cuisine, j'ai mis de l'eau à bouillir, j'ai préparé mon thé, mes mains ne tremblaient plus. Mon esprit était étrangement calme. Maintenant, je savais exactement contre quoi je me battais. Je connaissais la profondeur de la trahison, et cela me donnait du pouvoir, parce que la connaissance est le pouvoir. Et maintenant j'avais les deux. Cet après-midi-là, quand Étienne est rentré du travail, il était agité. Il cherchait désespérément quelque chose. « Papa, as-tu vu mon téléphone ?»« Non, mon fils. Où l'as-tu laissé ?»« Je ne sais pas. Je l'avais avec moi ce matin, mais je ne le trouve pas. Je l'ai aidé à chercher. Nous avons fouillé le salon, la cuisine, sa chambre. J'ai agi concerné, solidaire, comme le père parfait qu'il croyait que j'étais toujours. Le voici. Il était entre les coussins du canapé. Il l'a pris avec soulagement, a rapidement vérifié les messages, les appels. Tout semblait être en ordre. Il ne soupçonnait rien. Pourquoi le ferait-il ? J'étais juste le père naïf, le vieux fou qui signait tout ce qu'on lui mettait devant. Merci, papa. De rien, mon fils. Il est allé dans sa chambre. Je suis resté dans le salon, regardant par la fenêtre, observant le ciel s'assombrir. Mais je ne me sentais plus perdu. Je ne me sentais plus comme une victime. Maintenant, je savais exactement quoi faire. Dans les jours suivants, j'ai passé du temps à enquêter. J'ai cherché en ligne au sujet du notaire Léon Fontaine. J'ai trouvé sa page. Le cabinet était à 40 minutes. J'ai lu sur les services qu'il offrait.
Immobilier, succession, contrat, exactement ce dont Étienne avait besoin pour me voler. J'ai également cherché des informations sur mes droits, sur ce que je pouvais faire si quelqu'un m'avait fait signer des documents sous de faux prétextes. J'ai lu des articles juridiques, des forums, des témoignages d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. J'ai pris des notes, enregistré des liens, me suis préparé. Un après-midi, pendant qu'Étienne et Richard étaient au travail, je suis allé à la banque, la même où nous avions fait le financement de l'appartement. J'ai demandé à parler à un responsable. J'ai été reçu par une jeune femme d'environ 30 ans avec un sourire professionnel. « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» J'ai besoin d'informations sur une propriété. Je suis copropriétaire, mais je n'ai pas une copie des documents. Je veux savoir comment je peux les obtenir. Elle a demandé ma carte d'identité. Je la lui ai remise. Elle a tapé quelque chose sur l'ordinateur, a froncé les sourcils. Monsieur Durand, selon nos dossiers, vous n'apparaissez pas comme propriétaire d'une quelconque propriété. C'est impossible. J'ai mis 50 000 € pour un appartement. J'ai le reçu du transfert. J'ai montré le reçu que j'avais gardé. Elle l'a examiné, a tapé plus sur l'ordinateur. Je peux voir le transfert ici, mais il a été fait au nom d'Étienne Durand, pas dans le cadre d'un contrat de copropriété. C'était un don, une donation. Par conséquent, vous n'avez aucun droit sur la propriété. Ces paroles ont confirmé mes pires soupçons. J'avais été trompé depuis le début. Il n'y avait jamais eu l'intention de mettre mon nom sur l'acte. C'était tout un plan pour prendre mon argent. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Vous devriez consulter un avocat. Nous ne traitons que la partie financière. Mais si vous avez signé des documents en renonçant à vos droits, il sera difficile de récupérer quoi que ce soit. Je l'ai remercié. J'ai quitté la banque, marché jusqu'à un banc dans le parc voisin. Je me suis assis, j'ai pris une profonde respiration. L'air froid a rempli mes poumons, a clarifié mon esprit. Maintenant, je savais 3 choses avec certitude. Premièrement, j'avais été légalement volé. Deuxièmement, j'avais la preuve de la conspiration. Troisièmement, j'avais besoin d'un avocat, un bon, qui n'était pas du côté d'Étienne. J'ai sorti mon téléphone portable, cherché des avocats spécialisés dans la fraude familiale, en ai trouvé plusieurs, lu des avis, comparé les prix, noté des numéros. J'appellerai le lendemain parce que maintenant je n'étais plus seul dans cette affaire. Maintenant j'avais des informations, j'avais des preuves, j'avais un plan. Je suis rentré en marchant lentement, réfléchissant à chaque étape, chaque mouvement. Étienne et Richard n'étaient toujours pas arrivés. L'appartement était vide, silencieux, comme une scène attendant que la pièce commence. Et j'étais prêt à agir, prêt à récupérer ce qui était à moi, prêt à leur montrer qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Le lendemain, j'ai attendu qu'Étienne et Richard partent au travail. Je me suis habillé soigneusement. J'ai choisi mes meilleurs vêtements, un costume simple mais présentable. J'ai peigné mes cheveux, me suis rasé avec soin. Je voulais avoir l'air respectable, digne de confiance, comme quelqu'un qui devait être cru. J'ai pris mon sac, gardé toutes les preuves que j'avais recueillies, les photos imprimées, les reçus, la clé USB avec toutes les informations du téléphone d'Étienne, tout organisé dans un dossier. J'ai quitté l'appartement et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Le trajet jusqu'au centre-ville a pris environ 40 minutes. J'ai regardé par la fenêtre tout le long du chemin, voyant les rues, les bâtiments, les gens occupés avec leur vie, et j'ai pensé à comment ma vie en était arrivée à ce point, comment j'étais passé d'avoir mon propre appartement à mendier pour la justice. Le cabinet d'avocat que j'avais trouvé était dans un vieux bâtiment. J'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage. Mes genoux protestaient à chaque marche, mais j'ai continué parce que c'était important, c'était mon avenir. J'ai frappé à la porte, une secrétaire m'a reçu. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une consultation juridique urgente. Elle m'a fait attendre dans une petite salle. Il y avait de vieux magazines sur une table, des tableaux bon marché au mur, mais l'endroit semblait propre, organisé, professionnel. Après 20 minutes, j'ai été appelé.
Je suis entré dans un bureau où un homme d'environ 50 ans m'attendait, cheveux gris, lunettes, costume simple. Il m'a offert un siège avec un geste doux. Monsieur Durand, je suis maître Michel Garnier. Dites-moi ce qui vous amène ici. Et je lui ai tout raconté depuis le début. Comment j'ai vendu mon appartement, comment j'ai donné les 50 000 euros, comment ils ont promis de m'inclure sur l'acte, comment ils m'ont fait signer des papiers sans me laisser les lire, comment j'ai découvert la trahison. En parlant, j'ai sorti tous les documents, les photos, les preuves. Il a écouté en silence, prenant des notes, examinant chaque papier que je lui montrais. Son expression était sérieuse, concentrée. Il ne m'a pas interrompu une seule fois, m'a laissé vider tout ce que j'avais gardé à l'intérieur. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Il a continué à examiner les documents, en particulier les photos des messages d'Étienne. Il les a lus plusieurs fois, puis il m'a regardé. « Monsieur Durand, c'est une fraude, abus de confiance, possiblement falsification de documents. Votre fils et son mari pourraient faire face à de graves accusations criminelles. Je veux juste récupérer mon argent ou mes droits sur l'appartement, ce qui est juste. Je comprends, mais je dois être honnête avec vous. Ce sera difficile. Vous avez signé des documents renonçant à vos droits. Même si vous l'avez fait sans comprendre pleinement ce que vous signez, le fait est que votre signature est là. Cela complique les choses. Mais j'ai la preuve qu'ils m'ont trompé. Les messages, les conversations, tout est là. Oui, et c'est bon, très bon. Cela démontre l'intention de frauder, la préméditation. C'est très utile. Nous pouvons déposer une plainte pour fraude et nullité des documents, mais j'ai besoin que vous compreniez que cela pourrait prendre du temps, des mois, peut-être un an ou plus. Mes espoirs sont tombés un peu. 1 an. Je pouvais survivre une autre année dans cet appartement, endurant le mépris, l'humiliation, payant un loyer pour quelque chose qui devrait être à moi. Combien coûterait tout cela? Mes honoraires sont de 200 € de l'heure. Pour un cas comme celui-ci, nous parlons d'environ 10 000 € au total, peut-être plus, selon la complexité. 10 000 €. Je ne les avais pas. Je n'avais que 5 000 € d'économie, les derniers qui restaient d'une vie de travail. Il a dû remarquer mon expression car il a ajouté « Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Durand. Je peux travailler avec une avance de 3 000 € et le reste, nous le paierons quand nous gagnerons l'affaire, quand vous récupérerez votre argent. Mais je dois être clair, si nous perdons, vous devriez quand même payer mes honoraires complets. » C'était un risque, mais quelle option avais-je? Rester silencieux et tout perdre, ou me battre et peut-être récupérer quelque chose? J'accepte. De quoi avez-vous besoin que je fasse? D'abord, j'ai besoin que vous signiez un contrat avec moi. Ensuite, nous demanderons au greffe des copies de tous les documents relatifs à la propriété. Nous demanderons des copies certifiées de tout ce que votre fils a soumis et nous préparerons une pétition formelle. Combien de temps cela prendra-t-il? Environ 1 mois pour tout rassembler, puis nous déposons la plainte. Votre fils et son mari seront notifiés. Ils devront répondre. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ils sauront que c'était moi. Ils sauront que je les poursuis en justice. Oui, il n'y a pas moyen d'éviter cela. Mais ne paniquez pas, monsieur Durand. Vous avez le droit de vous défendre, de lutter pour ce qui est à vous. Ne laissez pas la peur vous arrêter maintenant. Il avait raison. J'étais déjà venu jusqu'ici. J'avais découvert la vérité, j'avais les preuves. Je ne pouvais pas faire marche arrière. J'ai signé le contrat. Je lui ai donné un chèque de 3 000 €, presque tout ce que j'avais à la banque. Il m'a donné une copie de tout, m'a expliqué les prochaines étapes, a dit qu'il me tiendrait informé de tout développement. J'ai quitté son bureau en me sentant étrange, effrayé, mais aussi soulagé. J'avais enfin fait quelque chose. J'avais enfin pris des mesures. Je n'étais plus juste une victime, attendant que les choses s'améliorent. Maintenant, j'étais quelqu'un qui se battait. J'ai fait le voyage de retour à la maison en silence, pensant à ce qui allait venir, comment il réagirait quand il recevrait la notification de la plainte, ce qu'il dirait, ce qu'il ferait. Je suis arrivé à la maison avant eux. J'ai changé de vêtements, mis tous mes documents dans la cachette secrète.
J'ai commencé à préparer le dîner comme si de rien n'était, comme si c'était un jour normal. Quand ils sont arrivés, je les ai salués comme toujours. Étienne m'a à peine regardé. Richard n'a même pas répondu à mon salut. Nous avons mangé en silence, chacun dans son propre monde. Et j'observais, notant chaque détail, chaque geste de mépris, chaque moment d'humiliation. Parce que tout cela me donnait plus de force pour avancer. Les jours suivants ont été des jours d'attente. Me Garnier m'appelait chaque semaine pour me mettre à jour. Il avait demandé les documents au greffe, il examinait tout, préparait la stratégie juridique. Il m'a demandé de la patience. Entre-temps, j'ai continué à tout documenter à la maison. Chaque fois qu'Étienne me traitait mal, chaque commentaire, chaque acte de mépris, j'ai commencé à enregistrer des conversations sur mon téléphone portable soigneusement, sans qu'il s'en aperçoive. Je ne savais pas si elles serviraient légalement, mais je voulais avoir tout enregistré. Un jour, une lettre recommandée est arrivée par la poste. C'était du greffe, des documents que l'avocat avait demandés. Je l'ai prise avant que quiconque ne la voie. Je l'ai gardée dans ma chambre. Cette nuit-là, je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout. L'acte de propriété de l'appartement avec seulement les noms d'Étienne et Richard. Les documents que j'avais signés, renonçant à des droits que je ne savais même pas avoir. C'était tout là, noir sur blanc, la preuve de ma naïveté, ma stupidité, de comment il m'avait utilisé. Mais il y avait quelque chose de plus, des incohérences, des dates qui ne correspondaient pas, des signatures qui semblaient différentes. L'avocat avait marqué plusieurs points avec des notes autocollantes. C'est utile. Nous pouvons utiliser possible falsification. J'ai senti une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il y avait une chance, peut-être que je pouvais gagner. 3 semaines ont passé. Me Garnier m'a appelé à son bureau. Quand je suis arrivé, il avait tout prêt sur le bureau. Une pile de papiers organisés, des documents juridiques. La plainte était prête. Monsieur Durand, nous sommes prêts. Je vais déposer la pétition demain. Dans 2 ou 3 jours, votre fils et son mari recevront la notification. Je veux que vous soyez préparés pour leur réaction. Ce ne sera pas agréable. Je sais, je suis prêt. J'ai également besoin de vous avertir. Ils pourraient essayer de vous intimider, vous faire pression pour retirer l'action, menacer de vous expulser de l'appartement. Si cela se produit, appelez-moi immédiatement. Nous avons des ressources légales pour vous protéger. Je l'ai remercié. J'ai quitté son bureau avec un mélange de peur et de détermination. Dans 2 jours, tout exploserait. Dans 2 jours, il n'y aurait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. J'ai pensé à toutes les possibilités, toutes les façons dont les choses pouvaient mal tourner, mais j'ai aussi pensé à la justice, à récupérer ma dignité, à leur montrer qu'ils ne pouvaient pas simplement me voler et s'en tirer. L'avocat a déposé la plainte un vendredi. Il a appelé pour confirmer. C'est fait, monsieur Durand. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. Le week-end a été éternel. Chaque fois que la sonnette retentissait, mon cœur s'accélérait, mais rien ne s'est passé. Étienne et Richard ont continué leur vie normale, inconscients de ce qui allait arriver. Le lundi matin, le facteur est arrivé, a sonné à la porte. J'ai ouvert. Il portait 2 lettres recommandées, une pour Étienne Durand, une autre pour Richard Dubois. Plainte pour fraude et nullité de documents. J'ai signé pour réception. J'ai pris les enveloppes, les ai regardées pendant un long moment. C'était le moment, le point de non-retour. Je pouvais les cacher, les jeter, prétendre qu'elles n'étaient jamais arrivées, ou je pouvais les laisser là où Étienne les trouverait et faire face aux conséquences. Je les ai laissées sur la table à manger, à un endroit visible où elles ne pouvaient pas être perdues, et je suis monté dans ma chambre pour attendre, pour me préparer à la tempête qui allait arriver. Étienne est rentré du travail à 18 heures. J'ai entendu quand il a ouvert la porte. J'ai entendu ses pas dans l'entrée, et puis j'ai entendu le silence. Ce silence lourd qui précède une explosion. « Papa, descends tout de suite !» Sa voix sonnait différemment, tendue, furieuse, mais il y avait quelque chose d'autre, peut-être de la peur ou de la panique. Je me suis levé du lit,
J'ai pris une profonde respiration et je suis descendu les escaliers. Il était debout dans le salon avec l'enveloppe ouverte dans une main, les documents de la plainte dans l'autre. Son visage était rouge, ses yeux brillaient de colère. Richard était à côté de lui, tenant sa propre enveloppe, me regardant avec de la pure haine. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, papa ?» Il a prononcé chaque mot lentement, comme s'il essayait de se contrôler, comme s'il était sur le point d'exploser. « C'est une plainte pour fraude, pour avoir volé mon argent et mes droits sur cet appartement. Volé? Nous n'avons rien volé. Tu nous as donné cet argent. Tu as signé tous les documents. Tout était légal. Vous m'avez trompé. Vous m'avez fait signer des choses sans me dire ce qu'elles étaient. Vous m'avez promis que cet appartement serait aussi le mien et vous avez menti. Tu es fou. Tu es complètement fou, vieux. Personne ne t'a forcé à faire quoi que ce soit. Tu voulais aider et maintenant tu viens avec ça. J'ai des preuves, Étienne, des messages, des conversations, tout où tu prévois de vendre cet appartement et me laisser à la rue, où tu dis à tes amis que je suis un problème, que tu me retires de l'acte. » Son visage a changé, la couleur s'est drainée un moment. Il m'a regardé avec ce qui aurait pu être de la peur, mais l'a rapidement déguisé avec plus de colère. « Tu as fouillé dans mon téléphone, tu es entré dans mes affaires privées. C'est une invasion de la vie privée, papa. C'est un crime. Et voler ton propre père ne l'est pas, le tromper, lui faire signer de faux documents, prendre tout ce qu'il a, c'est juste, selon toi ?» Richard s'est approché. Son visage était dur, menaçant. Il s'est arrêté très près de moi, essayant de m'intimider avec sa hauteur. « Écoute bien, Antoine, tu vas retirer cette plainte tout de suite ou tu vas quitter cet appartement ce soir, avec rien, pour voir où tu vas vivre, pour voir qui va te prendre en charge. Je ne vais nulle part. Cet appartement est aussi le mien. J'ai mis mon argent ici et je vais me battre jusqu'à ce que je le récupère. » Ton argent? Cet argent était un cadeau, une aide. Personne ne t'a forcé à le donner et maintenant tu te plains comme si nous étions des voleurs. Tu es ingrat après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi? Me faire payer un loyer dans mon propre appartement? M'interdire de manger de la nourriture que j'achète? Me traiter comme une ordure? C'est ce que vous avez fait pour moi. Étienne a ri, un rire amer, sans humour. Tu sais quoi, papa? Fais ce que tu veux. Poursuis-nous. Bats-toi autant que tu veux. Mais je te préviens, tu ne gagneras pas. Nous avons de meilleurs avocats que le tien. Nous avons de l'argent, nous avons du temps. Et à la fin, quand tu perdras, tu n'auras plus rien. Pas d'appartement, pas d'argent, pas de dignité. Je n'ai déjà pas de dignité. Vous me l'avez prise, mais je récupérerai tout le reste, même si c'est la dernière chose que je fais. Va dans ta chambre, je ne veux pas te voir, tu me dégoûtes. Ces mots m'ont blessé, mais je ne l'ai pas montré. J'ai gardé mon visage sérieux, mon dos droit, et je suis monté les escaliers sans regarder en arrière. Cette nuit-là, j'ai entendu quand ils ont appelé le notaire Meléon Fontaine. J'ai entendu des fragments de la conversation à travers les murs. Ils étaient effrayés, inquiets. Le notaire disait quelque chose qu'il n'aimait pas. J'ai entendu Étienne crier, Richard jurer. Je suis resté éveillé tard, écoutant, documentant mentalement tout. Ce n'était que le début. Je savais qu'ils essaieraient autre chose, quelque chose de pire, et je devais être préparé. Les jours suivants ont été tendus. Étienne et Richard me parlaient à peine. Quand ils le faisaient, c'était pour m'insulter, me rappeler que j'étais ingrat, un traître, un mauvais père. Mais pendant qu'ils m'attaquaient, j'ai observé quelque chose d'intéressant. Étienne continuait à publier sur les réseaux sociaux des photos dans des restaurants coûteux, dans des spas, dans des magasins de vêtements, souriant, posant, agissant comme si sa vie était parfaite. Parfois, vous devez vous éloigner de la négativité pour pouvoir briller. C'était l'une de ces publications avec une photo buvant du vin dans un endroit élégant. 120 likes, des commentaires d'amis disant à quel point il était fort, inspirant, courageux. Et j'ai pensé à l'ironie. Comment la négativité qu'il mentionnait était moi, son père, l'homme qui a tout sacrifié pour lui. Maintenant,
j'étais la négativité dont il avait besoin de s'éloigner. Mais j'ai continué à observer, continué à prendre des captures d'écran, de chaque publication, chaque commentaire, chaque preuve de sa vie luxueuse, payée avec mon argent. Un après-midi, pendant qu'ils étaient sortis, me Garnier m'a appelé. « Monsieur Durand, j'ai des nouvelles. L'avocat de votre fils a soumis une réponse à notre plainte. Il nie tout. Ils disent que vous avez donné l'argent volontairement comme un cadeau, que vous avez signé tous les documents consciemment, que maintenant vous regrettez et voulez récupérer ce que vous avez déjà donné. C'était à prévoir. Quelle est la prochaine étape? Maintenant vient la phase de présentation des preuves. Les deux parties présentent tout ce que nous avons. Documents, témoignages, preuves. Ensuite, le juge décide s'il y a un cas suffisant pour aller au procès. Combien de temps cela prend-il? 3 ou 4 mois minimum. Mais aussi, monsieur Durand, je dois vous dire quelque chose d'important. L'avocat de votre fils m'a contacté, veut négocier un règlement à l'amiable. Quel genre de règlement? Ils offrent de retourner 20 000 € en échange de votre retrait de la plainte et de la signature d'un document renonçant à tout droit futur sur la propriété. 20 000 € sur les 50 000 € que j'ai mis, même pas la moitié. Exactement. C'est une offre basse, insultante même, mais c'est quelque chose et cela éviterait des années de litiges, de stress, de frais juridiques. Non, je n'accepte pas. Je veux tout ce qui m'est dû ou mes droits sur l'appartement. Je n'accepterai pas moins. Je comprends. Je voulais juste que vous sachiez qu'il y a une offre sur la table, mais si vous voulez poursuivre, nous poursuivrons. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est ce que je veux. Jusqu'au bout. J'ai raccroché le téléphone, me sentant fort, déterminé. Il pensait qu'il pouvait acheter mon silence avec des miettes, qu'il pouvait m'offrir une fraction de ce qu'il m'avait volé, et que j'accepterais avec gratitude, mais il se trompait. Ce soir-là, pendant le dîner, Étienne a mentionné l'accord comme si ce n'était rien, comme si c'était une conversation décontractée. « Papa, notre avocat a parlé avec le tien. Nous avons offert 20 000 € pour terminer cela. Tu devrais accepter, c'est le mieux pour tout le monde. Je ne vais pas accepter. Je veux ce qui est légitimement à moi. Tu n'as aucun droit sur quoi que ce soit, papa. Nous l'avons déjà dit. Cet argent était un cadeau, mais nous sommes généreux. Nous t'offrons quelque chose que tu n'as même pas le droit de recevoir. Alors, pourquoi offrir si vous êtes si certain que je n'ai pas droit à quoi que ce soit ?» Il est resté silencieux. Richard est intervenu. « Parce que nous voulons mettre fin à ce cirque. Parce que c'est embarrassant, parce que tu te ridiculises, accepte l'argent et pars, trouve un endroit où vivre et laisse-nous en paix. Je ne pars pas, et je n'accepterai pas moins que ce que je mérite. » Étienne a jeté sa fourchette sur l'assiette. Le bruit a résonné dans le silence. « Tu es impossible, tu es têtu et égoïste. Toute ta vie a été comme ça, toujours à penser seulement à toi-même. Tu ne t'es jamais soucié de personne d'autre. » Ces paroles m'ont coupé le souffle. Comment pouvait-il dire cela? Comment pouvait-il tout déformer de cette façon? Moi qui avais sacrifié toute ma vie, qui avais tout donné, qui n'avais jamais rien demandé en retour. Et maintenant j'étais égoïste pour vouloir récupérer ce qu'il m'avait volé. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé de table. J'ai rangé mon assiette et je suis monté dans ma chambre parce que je savais que si je restais, je dirais des choses que je pourrais regretter, des choses qui pourraient être utilisées contre moi. Les semaines suivantes ont été plus du même. Eux essayant de me faire pression, essayant de me faire retirer la plainte, menaçant de m'expulser, de couper les services publics, de rendre ma vie impossible. Et pendant ce temps, Étienne continuait sur les réseaux sociaux à publier sur sa vie parfaite, sur comment il avait appris à fixer des limites, à protéger sa paix mentale, à se distancer des personnes toxiques. J'ai appris que je ne dois rien à personne, pas même à la famille. Ma santé mentale passe en premier, et si cela signifie couper les liens, qu'ils soient coupés sans culpabilité, sans remords. Cette publication avait 200 likes. Ses amis commentaient à quel point ils étaient fiers,
à quel point il était fort, mature, et je me suis demandé s'il connaissait la vérité, s'il savait que la personne toxique dont il parlait était son père, l'homme qui lui a donné la vie. Mais j'ai avancé, j'ai continué à rassembler des preuves, j'ai continué à travailler avec mon avocat, continué à me préparer pour ce qui allait venir, parce que je savais que ce n'était pas fini, que le pire était encore à venir. Et j'avais raison. 3 mois après le dépôt de la plainte, la date de la première audience est arrivée. Me Garnier m'avait préparé pour ce moment, expliqué à quoi m'attendre, comment me comporter, quoi dire et quoi ne pas dire. Mais rien ne pouvait vraiment me préparer à ce que j'ai ressenti en voyant mon propre fils assis de l'autre côté de la salle d'audience. Je suis arrivé tôt, portais mon meilleur costume, celui que j'avais acheté il y a des années pour les funérailles de Rose. J'ai peigné mes cheveux soigneusement. Je voulais avoir l'air respectable, digne, comme quelqu'un qui dit la vérité. Étienne est arrivé avec Richard et l'avocat, Léon Fontaine. Il portait un costume coûteux, des chaussures de créateur, des cheveux parfaitement coiffés. Il avait l'air réussi, professionnel, comme la victime d'un père problématique, exactement l'image qu'il voulait projeter. Il ne m'a pas regardé quand il est entré, pas une seule fois. Il a agi comme si j'étais invisible, comme si je n'existais pas, et cela m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. C'était un homme plus âgé, environ 60 ans, avec un visage sérieux et des lunettes épaisses. Il s'est assis et a commencé à examiner les documents de l'affaire. Bien, nous sommes ici pour une plainte de fraude et de nullité de documents. Monsieur Antoine Durand contre son fils Étienne Durand et son mari Richard Dubois. Maître Garnier, présentez votre cas. Mon avocat s'est levé, a parlé d'une voix claire et ferme. Il a expliqué comment j'avais vendu mon appartement, comment j'avais donné 50 000 € pour l'achat de la nouvelle propriété, comment ils avaient promis de m'inclure sur l'acte, comment ils m'avaient fait signer des documents sans expliquer correctement ce qu'ils étaient, comment j'avais découvert qu'ils prévoyaient de vendre l'appartement sans ma connaissance. Il a présenté les preuves, les messages que j'ai pris du téléphone d'Étienne, les documents avec des incohérences, les reçus de transfert, tout organisé, tout clair, tout convaincant. Le juge a examiné chaque document attentivement, a pris des notes, posé des questions. Me Garnier a répondu avec précision, avec confiance. J'ai commencé à sentir de l'espoir, puis ce fut le tour de Me Fontaine. Il s'est levé avec un sourire confiant, avec des mouvements calculés, comme s'il savait déjà qu'il allait gagner. Votre honneur. Cette affaire est simple. Monsieur Antoine Durand a décidé d'aider son fils à l'achat d'un appartement. Il l'a fait volontairement. Personne ne l'a forcé. Il a signé tous les documents nécessaires en pleine conscience de ce qu'il faisait. Maintenant, il le regrette et veut récupérer ce qu'il a déjà donné. Ce n'est pas une fraude, c'est le remords du donateur. Il a présenté des documents signés par moi, des papiers dans lesquels j'avais supposément renoncé au droit sur la propriété. Ma signature était là, claire, indéniable. Je me suis senti étourdi en la voyant, parce que je ne me souvenais pas d'avoir signé cela. De plus, votre honneur, Monsieur Durand a vécu dans la propriété sans payer de loyer pendant 2 ans. Il a eu tous les avantages de vivre dans un appartement de 500 000 € sans contribuer aux dépenses, et maintenant il a l'audace de poursuivre ses propres bienfaiteurs. Bienfaiteur? Ce mot brûlait en moi, comme s'il m'avait fait une faveur, comme si j'étais un mendiant reconnaissant pour les miettes qu'il me donnait. Le juge a levé la main pour le faire taire. Maître Fontaine, je vois des messages textes dans lesquels votre client indique clairement qu'il retire son père de l'acte par tromperie, qu'il prévoit de vendre la propriété sans sa connaissance. Comment expliquez-vous cela? Fontaine ne s'est même pas dérangé. Conversation privée, votre honneur obtenue illégalement. Monsieur Durand a violé la vie privée de mon client en fouillant dans son téléphone portable sans permission. Ces messages ne devraient pas être admis comme preuve. Ils ont été obtenus par un père préoccupé qui soupçonnait qu'il était fraudé. Il n'y a pas eu d'effraction, pas de vol. Il a simplement vérifié un téléphone portable qui était dans sa propre maison et trouvé des preuves d'un crime.
Le juge a continué à examiner des documents, à poser plus de questions aux deux parties. J'ai répondu quand j'ai dû parler, d'une voix tremblante, mais claire. J'ai raconté mon histoire. Comment j'ai fait confiance à mon fils, comment ils m'ont trompé. Comment j'ai découvert la vérité. Étienne a également parlé, avec des larmes dans les yeux, avec une voix étranglée. Il a agi comme le fils blessé, la victime d'un père manipulateur qui essayait maintenant de l'extorquer. Mon père a toujours été comme ça, votre honneur, toujours contrôlant, voulant toujours avoir le pouvoir sur ma vie. Nous lui avons offert un foyer, lui avons tout donné, et maintenant il nous remercie avec cette plainte, avec ces horribles accusations. Ça fait mal, ça fait tellement mal que mon propre père pense que je suis capable de le voler. Sa performance était parfaite. Il a pleuré au bon moment. Sa voix s'est brisée quand il le fallait. Il a regardé le juge avec des yeux suppliants, et j'ai vu comment il l'observait, comment l'expression du juge s'adoucissait un peu. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la vérité ne gagne pas toujours. Que parfois, celui qui joue mieux, qui ment mieux, qui a le meilleur avocat est celui qui gagne. L'audience a duré 3 heures. À la fin, le juge a dit qu'il avait besoin de temps pour examiner toutes les preuves. La résolution serait prête dans 2 semaines. Les deux parties devraient attendre la décision. Nous avons quitté le palais de justice en silence. Étienne et Richard sont partis dans leur nouvelle voiture, un véhicule de luxe qui coûtait plus de 100 000 €, acheté après que je leur ai donné mon argent. Je suis parti en bus, comme toujours. Me Garnier m'a accompagné à l'arrêt de bus. Comment pensez-vous que ça s'est passé? Bien, monsieur Durand, ça s'est bien passé. Nous avons de bonnes preuves. Le juge a vu les incohérences, a vu les messages. Je pense que nous avons une chance. Mais il n'était pas sûr. Je pouvais l'entendre dans sa voix, dans sa façon d'éviter de me regarder directement. Il y avait un doute, et ce doute me terrifiait. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. À la maison, l'atmosphère était insupportable. Étienne ne me parlait pas du tout. Richard me regardait avec de la pure haine. Je mangeais dans ma chambre. Je restais enfermé la plupart du temps, comme un fantôme dans ma propre maison. Mais j'ai continué à documenter, continué à rassembler des preuves au cas où j'aurais besoin de faire appel, au cas où je devrais continuer à me battre. Puis le jour est arrivé. Me Garnier m'a appelé tôt le matin. « Monsieur Durand, le juge a rendu sa résolution. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai attendu. Les secondes semblaient être des heures. Nous avons gagné la première partie. Le juge a déterminé qu'il y a suffisamment de preuves de fraude. Il a ordonné une enquête plus approfondie, et le mieux de tout, ordonné que toute tentative de vendre la propriété soit gelée, jusqu'à ce que l'affaire soit complètement résolue. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais gagné quelque chose, pas tout, mais quelque chose. Le juge m'avait cru, avait vu la vérité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que votre fils ne peut pas vendre l'appartement, ne peut faire aucun mouvement avec la propriété sans l'approbation du tribunal. Et cela signifie que nous allons à un procès complet. C'est là que nous nous battrons pour la nullité des documents et le retour de votre argent. C'était une petite victoire, mais c'était une victoire. Pour la première fois en moi, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Quand Étienne a reçu la notification cet après-midi-là, sa réaction a été explosive. J'ai entendu des cris depuis ma chambre, des choses qui se cassaient, des jurons. Richard essayant de le calmer. Il était hors de contrôle. Je suis descendu les escaliers. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin de voir qu'il avait réalisé qu'il n'allait pas s'en tirer si facilement. Il était dans le salon avec des papiers éparpillés partout, son visage rouge, ses poings serrés. C'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. Maintenant, nous ne pouvons pas vendre. Nous ne pouvons rien faire avec cet appartement à cause de toi. L'appartement est aussi le mien. J'ai mis mon argent ici et je ne vous laisserai pas le vendre sans récupérer ce qui est à moi. Je te déteste tellement. J'aurais souhaité que tu ne sois jamais venu vivre ici. J'aurais souhaité que tu sois resté dans ton ancien appartement et nous laisse en paix.
J'étais dans mon appartement. Tu m'as convaincu de le vendre. Tu m'as demandé l'argent. Tu m'as promis que cet appartement serait aussi le mien et tu as menti. Alors ne viens pas me dire que c'est ma faute. Va-t'en maintenant. Je ne veux pas de toi ici. Je ne pars pas. Le juge a ordonné que vous ne puissiez pas toucher à cette propriété. Cela inclut de m'expulser. Alors je reste et je resterai jusqu'à ce que ce soit résolu. Je suis monté les escaliers avant qu'il puisse répondre. Je suis entré dans ma chambre et fermé la porte à clé et, pour la première fois en moi, me suis permis de sourire. J'avais donné le premier vrai coup. J'avais montré que je n'allais pas céder, que je n'allais pas les laisser me piétiner, et bien qu'il restait encore beaucoup à faire, bien que la lutte ne faisait que commencer, j'avais gagné cette bataille, et c'était suffisant pour l'instant, suffisant pour avancer, suffisant pour continuer à me battre, suffisant pour croire que peut-être, juste peut-être, la justice existait. Je me suis assis sur mon lit, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai envoyé un message à Me Garnier. Merci de croire en moi, de vous battre pour moi, de ne pas abandonner. Sa réponse est venue rapidement. N'abandonnez pas, monsieur Durand. Nous ne faisons que commencer et nous allons gagner. Et je l'ai cru parce que je n'avais pas d'autre option. Parce que j'étais allé trop loin pour faire marche arrière. Parce que ma dignité, mon avenir, ma vie, tout dépendait de cela. Et je n'allais pas échouer. Pas maintenant, pas après tout ce que j'avais traversé, pas après avoir trouvé la force que je ne savais pas avoir. C'était mon combat, et je le gagnerais, quoi qu'il en coûte. Les mois suivants ont été une guerre silencieuse. Étienne et Richard ne pouvaient pas m'expulser sur ordre du juge. Ils ne pouvaient pas vendre l'appartement. Ils étaient coincés avec moi, tout comme j'étais coincé avec eux, et cela les rendait fous. Ils ont commencé par de petites tactiques mesquines, comme arrêter d'acheter les choses que j'utilisais. Mon café préféré, ma marque de pain. Ils ont dit que si je voulais ces choses, je devrais les payer moi-même. Et je l'ai fait sans me plaindre, sans leur donner la satisfaction de me voir contrarié. Ils ont coupé Internet dans ma chambre. Ils ont dit que c'était pour économiser de l'argent, mais le leur continuait à fonctionner parfaitement. J'allais à la bibliothèque publique pour utiliser les ordinateurs quand j'avais besoin de quelque chose. Je me suis adapté. Ils ont changé les serrures sur certaines zones de l'appartement. La cave, le garage, le bureau, comme pour marquer leur territoire, comme pour me dire « tu n'appartiens pas ici ». Et je les ai laissés faire parce que ces petites batailles n'avaient pas d'importance. La Grande Guerre n'était pas encore terminée. Mais pendant qu'ils jouaient à ces jeux puérils, j'ai continué à rassembler des preuves, à tout documenter. Chaque acte d'hostilité, chaque tentative de rendre ma vie impossible, tout était enregistré, tout servait un but. Me Garnier a travaillé sur l'affaire, présenté plus de documents, plus de preuves, obtenu des déclarations de voisins qui ont confirmé que j'y vivais, que je prenais soin de l'appartement, que j'avais mis de l'argent dans la propriété. 6 mois après la première audience, la date du procès complet est arrivée. Cette fois, ce serait définitif. Le juge déciderait si les documents que j'avais signés étaient valides ou si j'avais été victime de fraude. Il déciderait si je récupérerais mon argent ou si je perdrais tout. La nuit d'avant, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à regarder le plafond, pensant à toutes les possibilités, ce que je ferais si je gagnais, ce que je ferais si je perdais, comment j'étais arrivé à ce point dans ma vie. Le jour du procès s'est levé gris, nuageux, comme si le ciel lui-même savait ce qui était en jeu. Je me suis habillé soigneusement, le même costume que j'avais porté à la première audience. Mes mains tremblaient alors que je le boutonnais. La salle d'audience était plus remplie. Cette fois, il y avait plus de gens, plus de témoins. L'affaire avait attiré l'attention. Un père poursuivant son fils, une histoire de trahison familiale, le genre de choses que les gens trouvent fascinant d'une manière morbide. Étienne est arrivé avec une équipe complète. Son avocat, Mefontaine, 2 assistants juridiques, Richard et ses parents, tous impeccablement habillés, tous projetant le succès, le pouvoir, l'argent, essayant d'intimider par leur présence.
Je suis arrivé seul avec Me Garnier, mais je ne me sentais pas petit. Pas cette fois, parce que je savais que j'avais la vérité de mon côté et cela valait plus que tout leur argent. Le procès a duré 2 jours complets. Chaque partie a présenté ses arguments, ses témoins, ses preuves. Mefontaine a amené des experts qui ont analysé ma signature. Ils ont dit qu'elle était authentique sur tous les documents, que j'avais signés consciemment, mais Me Garnier a amené ses propres experts, des graphologues qui ont trouvé des incohérences, de petites différences dans certaines signatures, une pression différente du trait, des angles légèrement distincts, suffisamment pour créer un doute raisonnable. J'ai pris la barre, raconté mon histoire complète, d'une voix ferme, sans pleurer, sans dramatiser, juste la simple et douloureuse vérité. Comment j'ai fait confiance à mon fils, comment ils ont promis de m'inclure sur la propriété, comment j'ai découvert qu'ils avaient menti. Mefontaine m'a interrogé durement, essayant de me faire apparaître comme un menteur, un père manipulateur à la recherche d'argent. Il a demandé « Pourquoi n'ai-je pas lu les documents avant de signer? Pourquoi ai-je tant fait confiance? Pourquoi ai-je maintenant des regrets ?» Je ne regrette pas d'avoir fait confiance. Je regrette d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Un père ne devrait pas avoir à lire les petits caractères quand un fils demande de l'aide. Un père devrait pouvoir avoir confiance que son propre fils ne le volera pas. Ma réponse a flotté dans le silence de la salle. J'ai vu certains membres du jury hocher légèrement la tête. J'ai vu le juge noter mes paroles. Puis ce fut le tour d'Étienne. Il a pris la barre avec son costume coûteux, ses cheveux parfaitement coiffés, sa performance préparée. Il a pleuré, a dit qu'il m'aimait, qu'il n'avait jamais voulu me blesser, que c'était tout un malentendu. Je voulais juste aider mon père, votre honneur, lui offrir un foyer. Mais il est très contrôlant, veut avoir le pouvoir sur tout. Il a signé ses documents librement, et maintenant que les choses ne se sont pas passées comme il le voulait, il nous punit avec cette poursuite. Sa performance était magistrale. Il a pleuré au bon moment, sa voix a failli quand il le fallait. Il a regardé le juge avec des yeux suppliants, et j'ai vu comment certains dans la salle étaient émus, comment ils le regardaient avec sympathie. Mais alors, Me Garnier a fait quelque chose de brillant. Il a projeté sur un grand écran les messages qu'Étienne avait envoyés, les conversations où il prévoyait de me retirer de l'acte, où il m'appelait un problème, où il se moquait de la facilité avec laquelle il était de me tromper. « Monsieur Durand, pouvez-vous expliquer ces messages? Il est écrit littéralement « Mon père est si naïf, signe tout ce que je lui mets devant ». Ce sont vos mots, n'est-ce pas? Le visage d'Étienne a changé. La couleur s'est drainée. Il a cherché de l'aide auprès de son avocat, mais Fontaine ne pouvait qu'objecter, disant que les messages avaient été obtenus illégalement. Le juge avait déjà admis les preuves. Il était trop tard pour empêcher cela. J'étais contrarié, j'étais frustré. Vous n'avez pas dit ceci littéralement? Oui, mais vous l'avez écrit, vous l'avez pensé. Et plus important, vous l'avez exécuté. Vous avez mené un plan pour frauder votre propre père. Ce n'était pas une fraude, c'était un cadeau qu'il veut maintenant récupérer. Un cadeau que vous avez prévu d'obtenir par tromperie, un cadeau dont vous avez prévu de retirer votre père sans sa connaissance pour vendre plus tard la propriété. Ça, monsieur Durand, ce n'est pas un cadeau, c'est du vol. Étienne ne savait pas quoi répondre. Il est resté silencieux, regardant son avocat, cherchant les bons mots, mais il ne les a pas trouvés, parce qu'il n'y avait pas de mots qui pouvaient expliquer ce qu'il avait fait. Le procès a continué. Plus de témoins, plus de documents, plus d'arguments des deux côtés, mais je savais que le moment crucial était passé quand Étienne n'a pas pu expliquer ses messages, quand il a été exposé devant tout le monde. Le juge a pris une pause pour délibérer. 3 heures qui semblaient comme 3 ans. J'ai attendu sur un banc à l'extérieur de la salle. Me Garnier a essayé de me rassurer, me donner de l'espoir, mais j'étais au-delà de l'espoir. J'étais dans un lieu d'acceptation, d'être prêt pour ce qui viendrait. Finalement, nous avons été rappelés, nous avons tous pris nos places. Le juge est entré.
Son expression était sérieuse, impossible à lire. J'ai examiné toutes les preuves présentées par les deux parties, entendu les témoignages, analysé les documents, et je suis arrivé à une conclusion. Le silence dans la salle était absolu. Personne ne respirait, personne ne bougeait. Je trouve qu'il y a suffisamment de preuves de fraude, que M. Antoine Durand a été trompé par de fausses promesses pour livrer son argent, qu'il a signé des documents sans compréhension complète de leurs implications et qu'il y avait une intention délibérée de l'exclure des droits sur la propriété qu'il a aidé à acheter. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Me Garnier a serré ma main. Par conséquent, j'ordonne ce qui suit. Les documents signés par M. Durand renonçant à ses droits sont nuls et non avenus. M. Durand a droit à 50% de la propriété ou, en son absence, au remboursement complet des 50 000 € qu'il a contribués, plus les intérêts accumulés, qui totalisent 15 000 € supplémentaires. Total, 65 000 €. J'avais gagné. Après des mois de lutte, d'humiliation, de doute, j'avais gagné. La justice existait, après tout. De plus, j'ordonne que M. Étienne Durand et M. Richard Dubois paient les frais juridiques de M. Antoine Durand et j'impose une amende de 10 000 € pour fraude intentionnelle contre un membre de la famille vulnérable. J'ai entendu un cri étouffé derrière moi. C'était Étienne. Son visage avait perdu toute sa couleur. Richard le tenait par le bras. Tous deux semblaient détruits. Les parties ont 30 jours pour se conformer à cet ordre où des biens seront saisis. Affaire close. Le coup du marteau a résonné comme le tonnerre, et avec ce son, tout s'est terminé. J'avais gagné, j'avais récupéré ma dignité, mon argent, ma vie. J'ai quitté le palais de justice, la tête haute. Me Garnier m'a félicité, m'a serré dans ses bras, a célébré la victoire. Mais je me sentais étrangement vide, parce que oui, j'avais gagné de l'argent, j'avais gagné la justice, mais j'avais perdu mon fils. Et cette perte faisait plus mal que tout l'argent du monde. Les 30 jours que le juge leur a donnés pour payer sont passés dans une tension insupportable. Étienne et Richard ont dû prendre un prêt, vendre la nouvelle voiture, vider des comptes d'épargne, tout ensemble, tout pour rassembler 75 000 €, 65 000 € pour moi, 10 000 € d'amende pour l'État. J'ai continué à vivre dans l'appartement pendant ce temps, mais maintenant c'était différent. Maintenant j'avais du pouvoir. Maintenant, ils devaient me traiter avec précaution, parce que le juge avait clairement indiqué que tout acte d'hostilité pourrait entraîner plus de sanctions. Nous ne parlions pas. Nous nous croisions dans les couloirs comme des fantômes, chacun dans son propre monde, attendant que ce cauchemar se termine, bien que pour chacun de nous, cauchemar signifiait quelque chose de différent. Le jour où j'ai reçu le chèque était étrange. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de mots. Me Fontaine est venu personnellement. Il m'a remis le chèque, 65 000 €, plus que ce que j'avais perdu. Je l'ai pris avec des mains qui ne tremblaient plus, qui ne doutaient plus. Merci, maître. Il a simplement hoché la tête. Il avait l'air fatigué, vaincu, comme si cette bataille lui avait coûté plus que juste du temps et des efforts. Quand il est parti, j'ai regardé le chèque pendant longtemps. Ce morceau de papier représentait ma victoire, ma justice, mais il représentait aussi la fin définitive de ma relation avec mon fils. Parce qu'après cela, il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait pas moyen de réparer ce qui avait été brisé. Cet après-midi-là, j'ai appelé un agent immobilier, lui ai demandé de m'aider à chercher un petit endroit, un appartement d'une chambre, quelque chose de simple, quelque chose à moi, quelque chose que personne ne pourrait me prendre. En 2 semaines, j'ai trouvé l'endroit parfait, un appartement dans un vieux bâtiment, mais bien entretenu dans le 15e arrondissement. Il avait une petite cuisine, une salle de bain complète, un salon avec une grande fenêtre qui laissait entrer le soleil, et un minuscule balcon où 2 pots de plantes pouvaient tenir. Il coûtait 250 000 €. Je l'ai acheté directement, pas d'hypothèque, pas de dette, complètement à moi, à mon nom, avec des actes que j'ai examinés ligne par ligne avec mon propre avocat avant de signer. Le jour du déménagement, j'ai engagé 2 hommes pour m'aider. Je n'avais pas beaucoup de choses,
Mes vêtements, mes livres, mes photos, la boîte avec des documents importants, les plantes du balcon dont je m'étais occupé pendant des années, la tasse en céramique que Rose m'avait offerte. C'était tout. Étienne n'est pas sorti de sa chambre quand je suis parti. Il n'y a pas eu d'adieu, pas d'étreinte finale, pas de mots de réconciliation, juste le silence. Un silence lourd qui en disait plus que 1000 mots. Richard était dans le salon quand je suis descendu avec ma dernière boîte. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du regret, ou peut-être était-ce juste du soulagement que je parte enfin. « Antoine, je suis désolé pour tout. » C'étaient les seuls mots qu'il m'a adressés en moi. Je n'ai pas répondu. Quel était l'intérêt de dire que je lui pardonnais, que c'était bon quand rien n'était bon, quand rien ne serait jamais bon à nouveau? J'ai simplement hoché la tête et je suis sorti par cette porte pour la dernière fois. Mon nouvel appartement était petit, calme, vide, mais il était à moi. J'ai passé la première nuit assis sur le sol, encore sans meubles, avec une tasse chaude de thé dans les mains, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour le fils que je pensais avoir, pour la famille qui n'a jamais vraiment existé, pour les années perdues, à croire en des promesses vides. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que la douleur se transforme en quelque chose de plus gérable, quelque chose avec quoi je pouvais vivre. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction. J'ai acheté des meubles simples, un lit, une petite table, 2 chaises, un fauteuil confortable pour lire. Rien de cher, rien d'ostentatoire, juste ce qui était nécessaire pour vivre avec dignité. J'ai utilisé une partie de l'argent qui restait pour suivre un cours de menuiserie, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps. J'ai appris à fabriquer de petits meubles, des étagères, des tabourets, des boîtes décoratives, et j'ai découvert que j'avais du talent pour cela. J'ai commencé à vendre mes produits aux voisins, aux magasins d'artisanat du quartier. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était le mien, gagné avec mon effort, sans dépendre de personne, sans devoir de faveur à personne. Un après-midi, en arrosant mes plantes sur le balcon, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. « Papa !» La voix d'Étienne m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne lui avais pas parlé depuis 8 mois, depuis le jour où j'avais quitté son appartement. « Bonjour Étienne. » Silence à l'autre bout, respiration lourde, comme s'il cherchait les bons mots. Je voulais juste que tu saches que Richard et moi divorçons. Il me blâme pour tout ce qui s'est passé, pour avoir perdu l'argent, pour la honte, pour tout. Et je suis seul, papa. Tout le monde m'a tourné le dos. » Sa voix s'est brisée. Il a commencé à pleurer. Et une partie de moi, cette partie qui sera toujours son père, voulait le réconforter, voulait dire que tout irait bien, que je lui pardonnais, que nous pouvions recommencer. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été trahie, volée, humiliée, cette partie est restée ferme. Je suis désolé pour ce que tu traverses, Étienne. Je le suis vraiment, mais je ne peux pas être ton soutien maintenant, pas après tout. Mais tu es mon père, tu es tout ce que j'ai. Et tu étais mon fils, tu étais tout ce que j'avais. Et tu m'as volé, trahi, m'as fait sentir que je ne valais rien. Alors non, je ne peux pas être ce dont tu as besoin maintenant. Peut-être un jour, mais pas maintenant. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, avant que ma résolution ne puisse faiblir. J'ai éteint le téléphone et je suis resté là, tremblant, pleurant, mais me sentant aussi fort, parce que j'avais établi une limite, parce que j'avais choisi ma propre paix au-dessus de la culpabilité. D'autres mois ont passé. L'automne s'est transformé en hiver, l'hiver en printemps. La vie a continué. Je me suis fait de nouveaux amis dans l'immeuble, des hommes de mon âge, veufs, divorcés, des hommes avec leurs propres histoires de douleur et de survie. Nous prenions un café ensemble le jeudi, partagions des histoires, rions, vivions. Un après-midi d'avril, j'étais sur le balcon en train d'arroser les plantes quand j'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire.
L'une des plantes grasses que j'avais apportées de l'appartement d'Étienne avait fleuri, une petite fleur rose, délicate. Elle avait survécu à la transplantation, au déménagement, et maintenant fleurissait à nouveau dans mon propre espace, dans ma propre terre, à mon propre rythme, plus belle qu'avant. Et j'ai réalisé que j'étais comme cette plante. J'avais été déraciné d'où je pensais être chez moi. J'avais été blessé, presque détruit, mais j'ai survécu, je me suis adapté, et maintenant je fleurissais à nouveau. Ce soir-là, j'ai préparé un simple dîner, soupe de légumes, pain fait maison, tisane. Je me suis assis à ma petite table près de la fenêtre. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, reconnaissant pour chaque moment de paix. Je n'avais pas beaucoup, je n'avais pas le grand appartement, je n'avais pas la famille parfaite, je n'avais pas les rêves que j'avais autrefois imaginés, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais ma dignité, j'avais ma paix, j'avais ma liberté, et j'avais la satisfaction de savoir que je n'étais pas resté silencieux, que je ne m'étais pas laissé piétiner, que j'avais lutté pour ce qui était à moi. Avant de dormir, j'ai écrit quelques lignes dans mon journal, quelque chose que j'avais commencé à faire comme thérapie, et j'ai écrit la vérité la plus importante que j'avais apprise tout au long de ce processus. Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié plus fort. J'ai gagné parce que j'ai prouvé la vérité. Je ne me suis pas abaissé à leur niveau, je ne me suis pas rempli de haine, j'ai simplement présenté les faits, et cela a fait plus mal que n'importe quelle insulte. C'est ma victoire, ne pas m'être transformé en ce qu'ils ont été avec moi, ne pas avoir perdu mon essence dans le processus de récupérer ma vie. J'ai fermé le journal, éteint la lumière, et me suis allongé dans mon lit, dans mon appartement, dans ma maison. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans peur, juste la paix, parce que j'avais fermé cette porte, non par vengeance, non par haine, mais par amour, amour propre, le type d'amour que j'avais oublié, que je méritais, le type d'amour qu'aucun fils, aucun gendre, aucune fausse promesse ne pouvait m'enlever. Et cela, c'était suffisant, c'était plus que suffisant, c'était tout. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de laisser un commentaire en me disant d'où vous regardez. J'adore avoir des nouvelles de vous tous. Votre soutien compte énormément pour moi.